Allez, c'est parti. Pascal, on y va. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire organisé par ISQ Expertise sur le thème aujourd'hui de l'apprentissage. Je suis Louis Périssé, chargé de mission ISQ Expertise et je suis accompagné de Pascal. Pascal, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc moi je suis Pascal Picot, je suis le référent apprentissage ISQ Expertise. Deux, trois petits mots sur d'où je parle. J'ai dirigé des centres de formation d'apprentis pendant 25 ans. Je suis dans le monde de la formation, la jeunesse, l'éducation, l'insertion. N'en jetez plus, la coupe est pleine, depuis 30 ans. Et j'ai ouvert un cabinet de conseil il y a 2 ans pour moins conseiller les apprentis et les maîtres d'apprentissage et plus les directions, les gouvernances et les équipes des OF et des CFA. Merci Pascal pour cette présentation. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et ce webinaire d'aujourd'hui. Donc voici le sommaire, pardon. Pascal, si tu veux bien nous en Ouais, donner la teneur. tout à fait. Alors, on fera un petit icebreaker. Alors, je vous rassure, qui sera directement en lien avec le sujet sur la réforme. Un petit mot sur le lancement des cycles webinaires apprentissage, puisqu'on inaugure, on lance un premier webinaire d'un cycle, hein, et donc Louis vous présentera. Décryptage des décrets. Vous savez, il y a 2 décrets majeurs avec application au 1er juillet, donc c'est vraiment le cœur du sujet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers les impacts économiques et la stratégie des CFA, donc explorer les leviers de réponse. Alors, on va pas refaire en 45 minutes un modèle économique de CFA, mais voilà, explorer des pistes. Et puis, on fera une clôture et perspective. Et alors, juste que vous sachiez, on veut ce webinaire très interactif, donc on va vous mettre à contribution avec une plateforme qui s'appelle WooClap. Et cela même, on y reviendra après. Juste un petit mot pour vous dire que ce webinaire pourrait être retrouvé sur la chaîne YouTube de l'ISQ Expertise. Donc, suffit de taper ISQ Expertise dans la barre de recherche YouTube et vous aurez accès à ce webinaire et aux précédents aussi d'ailleurs. Donc, effectivement, en ce qui concerne ISQ Expertise, on va s'efforcer de mettre en place un webinaire par mois en moyenne sur cette tranche horaire actuelle aujourd'hui qui est selon nous la meilleure, dans lequel on pourra décrypter de l'actualité de l'apprentissage, mais potentiellement aussi d'autres sujets en fonction de vos retours d'expérience. Ces retours d'expérience vous seront demandés typiquement à la fin de cette session via des petits partages de questions-réponses. Et j'aurai le plaisir à la fin de ce webinaire de vous présenter l'offre commerciale d'ISQ Expertise et comment dire, tous les sujets sur lesquels nos experts peuvent vous accompagner. Pascal, en ce qui concerne donc l'interactivité de ce webinaire, Voilà, si vous pouvez, peut-être sans doute vous connaissez, hein, puisque maintenant on utilise beaucoup les outils d'interactivité pour rendre des webinaires plus dynamiques. Donc si vous pouviez scanner ce QR code avec votre téléphone, alors je vous conseille de le faire avec le téléphone, hein, comme ça vous permet de garder la main avec l'écran sur l'ordi. Et puis normalement vous arrivez sur une page qui vous dit un peu de patience, ça va commencer. Alors on va vous demander effectivement d'avoir un petit peu de patience pour pouvoir démarrer. Je pourrais réafficher, hein, le QR code en cours de questionnaire, vous inquiétez pas. On fera un petit switch à chaque fois avec Louis pour afficher la page de WooClap. c'est ça, on va s'échanger un peu les partages. Donc, je vais vous laisser une quinzaine de secondes pour scanner le QR code et accéder à l'application. Et puis, on pourra introduire ce webinaire sur la réforme de l'apprentissage, les nouveaux décrets. Les 12 personnes qui sont connectées, ça fait un bon tiers. 14, on monte un peu. Après, c'est pas une obligation, hein, c'est plus sympa, je pense, qu'on soit dans l'interaction, l'interactivité, mais voilà, on peut suivre le webinaire, avoir toutes les infos, même si on ne se connecte pas, il n'y a aucune obligation. C'est pour donner une dimension plus dynamique aux 45 minutes qu'on va passer ensemble. Ça continue à augmenter, on passe à la suite? Ouais, on peut y aller, je pense, on peut y aller. De toute façon, je le réafficherai en cours si. Oui, on fera comme ça. Ouais, je pourrais le réafficher.
Alors, deux nouveaux décrets. Hein, je vous ai mis les numéros, c'est pas le plus intéressant. Il y en a un qui concerne directement le financement de l'apprentissage. Quasiment tout le monde, et plus précisément ceux, enfin, en plus ceux qui font les niveaux supérieurs à partir de niveau 6 et 7. Et puis un qui est sur la modalité du distanciel où l'État, les pouvoirs publics ont choisi, c'est un choix, de réguler par la modalité et moins par la qualité. Alors, vous voyez, déjà, je mets un peu de parti pris dans ce que je vous présente là. Effectivement, aujourd'hui, ce décret dit de façon très claire, et on le verra en détail, que ceux qui font 80% et plus de distanciel, peu importe comment, peu importe si on n'a pas défini le distanciel aujourd'hui et ce qu'est la qualité du distanciel, eh ben, de façon assez arbitraire, ils ne toucheront que X% du NPEC en vigueur. Alors, je vous propose justement, et je vais prendre la main, si tu peux me libérer le partage, oui, voilà, super. Hop, partager. Euh, et donc là, vous arrivez sur la page WooClap. Donc ceux qui n'avaient pas encore tout à fait, vous pouvez encore scanner le QR code. Il est encore temps. Et on va faire voilà, je vous disais un peu en guise de icebreaker, une question très ouverte avec un nuage de mots-clés qui va apparaître au fur et à mesure où vous allez exprimer en un mot ou deux ou trois, hein, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très synthétique. Que vous inspire la réforme du financement de l'apprentissage? Alors la réforme, j'en profite pour vous dire, elle n'est pas complète. Hein, on a deux décrets. Et il y en a un troisième qui va arriver en septembre sur la façon dont on détermine les NPEC, enfin, dont France Compétences détermine les NPEC, ça fera sans doute l'objet, Louis, déjà d'un webinaire tout trouvé. Alors on attendra peut-être pas septembre, mais entre fin septembre et octobre, je pense qu'il y aura matière à commenter parce que ce qui nous annonce, c'est pas franchement très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a nécessaire? NPEC flou. Hein, alors, avec ce que je viens de dire, vous verrez que ça ne va pas forcément rajouter les choses. La complexification, une de plus. Baisse des NPEC, recentrage, complexité, économie. Alors, la complexité, la confusion, tout ça, on va le mettre dans le même paquet. Ça n'apporte pas forcément de la facilitation. Et je suis assez d'accord, on va le voir pour les parties prenantes. Et pas que les OF, hein, je pense que pour les CFA, les entreprises, c'est pas très clair non plus, mais euh, voilà, j'ai en fait un nuage de mots qui, je trouve, est assez représentatif sur, on est à 15 jours hein, de la parution du décret. Vous avez sans doute lu beaucoup de choses parce qu'on n'est pas les premiers à vous présenter. Je pense qu'avec 15 jours de recul, c'est assez parlant. La façon dont vous exprimez euh, ce que vous inspire la réforme de l'apprentissage. Alors, je vais te laisser reprendre la main et on reviendra tout à l'heure sur la plateforme. Donc, j'arrête mon partage. Normalement, c'est bon? Oui, Ouais. ça m'a l'air bon. On y va sur la suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le décret numéro 2025-585 sur la proratisation des NPEC, niveau de prise en charge et participation obligatoire. Alors, il y a trois silos. Hein, la proratisation journalière. On passe d'une proratisation mensuelle à une proratisation journalière. Alors ça, vous allez voir que ça a un impact important. Et un calendrier de versement, alors qui est directement lié à cette très certainement mise en œuvre de la proratisation journalière. On passe de 3 versements à 4. On garde l'avance initiale à 40% dans les 30 jours, une deuxième tranche de 30% au septième mois, une troisième tranche de 20% au dixième mois. Alors, qu'on s'entende, c'est un calendrier basé sur une année pleine de 12 mois. Évidemment, on peut faire des contrats d'apprentissage jusqu'à 6 mois. Tout ça se redéfinit au regard, évidemment, de la durée du contrat. Et le solde final qui a été introduit, 10% après attestation. Et alors là, tout est imbriqué, on le voit bien. C'est quoi cette attestation? C'est directement lié à la troisième silo, si je puis dire, c'est la participation de l'entreprise. Alors, on appelle ça une contribution obligatoire. Au tout début, dans les projets de décret,
On parlait de reste à charge et l'État a bien saisi que le reste à charge, ça existait déjà, hein. Vous êtes déjà sans doute un certain nombre à demander une contribution qu'on appelle RAC, reste à charge, aux entreprises. Et donc, pour différencier les choses, tout de suite, on a bien senti que les éléments de langage allaient vers la contribution obligatoire. Et c'est comme ça que c'est d'ailleurs décrit dans le décret, de 750 euros pour les contrats visant un niveau 6, bac plus 3 ou supérieur. Donc à partir du bac plus 3, licence bachelor, il y a une participation obligatoire de l'entreprise. Quelle que soit la taille, quel que soit... voilà, c'est le niveau qui dit, qui paye au niveau des entreprises cette participation, cette contribution obligatoire. L'État aurait pu faire le choix, hein, on est certain à avoir milité en ce sens-là, de dire ben, on aligne ça sur les aides. Hein, vous savez que les aides pour les plus de 250 ou moins de 250, c'est différent. Hein, jusqu'à 250, les entreprises touchent 5 000 euros, quel que soit le niveau, et au-delà de 250, elles touchent 2 000 euros. On est un certain nombre à avoir dit, bah, pour de la lisibilité, on adresse en fait cette contribution obligatoire sur le même niveau que les aides, à savoir les plus de 250. Non, c'est pas passé, ça n'a pas été retenu. En cas de rupture anticipée, participation réduite à 200 euros pour le nouvel employeur du même apprenti. Alors, il n'est pas précisé que si on est sur une rupture par rapport au nombre de jours, la rupture, voilà, elle n'est pas encore définie. Alors, est-ce qu'il va y avoir sans doute le précis de l'apprentissage qui va être évidemment et qui va évoluer sans doute, et j'espère pour la rentrée, pour nous tous, qu'on ait des précisions sur ces 200 euros, à quel moment en cas de rupture, mais quand? Est-ce que c'est le premier jour, dernier jour, milieu? Bref, il est juste dit qu'en cas de rupture durant la période probatoire, la participation due sera de 50% du NPEC proratisée sur la période effectuée, dans la limite de 750 euros. Évidemment qu'on ne peut pas aller au-delà des 750 euros. Et alors, cette fameuse attestation qui conditionne les derniers 10%, c'est le CFA qui doit collecter cette contribution en émettant une facture après les 45 premiers jours de formation pratique. Et au moment des 10%, hein, du quatrième, du solde, j'allais dire, de la quatrième facturation, il faudra prouver, et donc très certainement adresser une copie de la facture qu'on a adressée à l'employeur pour pouvoir toucher ces 10%. Et l'OPCO aura 4 mois, enfin vous aurez 4 mois maximum. Au-delà des 4 mois, si vous n'avez pas fait ces preuves pour toucher le 10%, ils sont réputés comme perdus. Hein, donc là aussi, on voit bien qu'il y a un durcissement, que on met des bornes, on met des limites pour pouvoir toucher les financements. Et alors, parce qu'à un moment, c'était un peu dans l'esprit aussi du décret, heureusement, ils ne sont pas allés jusque-là, de dire il faut prouver qu'on a touché la participation. Là, on reste sur prouver qu'on a facturé. Donc, 10% pour toucher ce solde, il faut adresser la facture, copie de la facture des 750 euros pour les gens qui sont concernés, à savoir bac plus 3 ou supérieur. Alors, si tu veux bien avancer, et là... Avance, je te laisse le partage pour les questions suivantes. On vous fait travailler. Eh ouais, on va aller sur, effectivement, le partage. Donc, on retrouve notre mur. Et alors, la première question, si le contrat d'apprentissage se termine le 15 du mois, l'OPCO doit me payer le mois complet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vois que ça. Pour l'instant, on est plutôt sur une majorité qui dit que c'est faux. On a fait une facile hein, pour se chauffer, pour démarrer. Allez, sur 19 connectés, on a 11. Je pense qu'on ne va pas laisser le suspense trop longtemps s'installer. On est à la moitié des répondants. Effectivement, c'est faux. C'est le grand changement et on verra tout à l'heure dans le deuxième temps du webinaire quel impact ça a. C'est pas neutre, bien au contraire. Bien loin de là, si je puis dire. Alors, la deuxième question. Je ne peux pas toucher le solde de 10% du NPEC si je n'ai pas transmis la facture de la participation obligatoire de l'employeur. Voilà, c'est pareil. On monte tranquille, hein, ça va être un peu plus compliqué après.
Là, c'est voilà. Allez, quand je suis à la moitié à peu près, j'affiche, mais je pense que sans aucune euh, hop, on voit qu'effectivement, c'est vrai, hein, c'est ce que je disais, il faut prouver qu'on a facturé, qu'on a envoyé une facture à l'employeur pour toucher cette participation obligatoire. Allez, on va complexifier un peu les choses. Si l'apprenti rompt son contrat au 46e jour cumulé en entreprise, je pourrais facturer 375 euros à l'employeur. Ah, là, on commence déjà à rentrer. On va pas influer, on va laisser, parce que ça influence. Je ne mets pas les réponses en cours. Donc on a 4. Si l'apprenti rompt son contrat au 46e jour, cumulé en entreprise, c'est important, hein, puisque alors ça n'a pas bougé. La période, ce qu'on appelle la période probatoire, période d'essai, mais c'est plutôt le terme probatoire est utilisé, c'est bien euh, les jours cumulés en entreprise. C'est-à-dire que les jours au CFA ne comptent pas dans le calcul de la période probatoire. Ah, c'est faux. Effectivement, on ne peut pas facturer au 46e jour, il faut que ce soit dans le 45e jour. Alors c'est voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire des bornes. Si ça rompt le contrat, alors évidemment j'ai pris 46e, hein, et ça arrive généralement peu au 46e jour. Donc là, il y a peut-être des stratégies, des choses à faire, à voir. Chacun jugera ce qu'il peut mettre en place pour éviter d'être perdant sur toute la ligne, sur toute la ligne, si je puis dire. Alors, de combien de temps maximum le CFA dispose pour facturer le solde des 10% à locaux? Un mois, 4 mois, 6 mois. Je l'ai dit assez vite, c'était pas écrit. Euh, alors, on va enlever parce que ça induit de mettre les réponses. Allez, on est presque à la moitié des participants connectés. Ah, on est un petit peu. Alors, je dispose de 4 mois. Donc, ça veut dire que si je dispose de 4 mois, par effet j'allais dire logique, l'OPCO dispose aussi de 4 mois pour vous payer. Et c'est là où est un petit peu le sujet, je dirais pas dans tourloupe, mais presque. On verra aussi, j'ai pris un cas concret après dans la façon dont ça peut se traduire concrètement en termes de gestion. Allez, la dernière. Combien puis-je facturer un nouvel employeur en cas de resignature par l'apprenti? Allez, encore 3 répondants et puis on affiche. 200 euros, effectivement, c'était écrit noir sur blanc. Merci pour ce premier jet de quiz. On y va, je te redonne la main, Louis. Merci à vous. Euh, Partager, hop. Et on va Délibéré. passer sur, tu vas nous parler des formations à distance. Du deuxième décret, effectivement. Deuxième décret, Hmm. que voilà. Alors, le décret numéro 2025-586, minoration pour les formations en distanciel. Il y a 3 principes, enfin un qui est dérogatoire et puis un impact. Donc le principe, c'est une minoration de 20% du NPEC s'appliquera systématiquement lorsque la formation est réalisée à 80% ou plus de sa durée totale. Un seuil minimal de financement est cependant fixé à 4 000 euros après minoration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous, l'OPCO ne peut pas vous payer moins de 4 000 euros.
Alors, en respectant la proratisation hein, sur le NPEC, si jamais bah, vous ne faites pas tout, enfin voilà, il faut rester dans les seuils, mais en gros, 4 000 euros, c'est vraiment le seuil sur lequel l'OPCO ne peut pas descendre. Donc la dérogation, cette minoration, ça ne s'appliquera pas aux certifications pour lesquelles tous les CFA les préparent exclusivement en distanciel, 80% une plis. Une liste spécifique de ces certifications exemptées sera établie annuellement par arrêté et c'est France Compétences qui la publiera. L'impact pour les CFA, eh ben vous devez désormais déclarer que vous faites du distanciel ou pas dans les conventions de formation. Donc, on retrouve l'intitulé, l'objectif, la durée, le taux précis d'enseignement à distance ainsi que les modalités pédagogiques. Alors, je l'ai un peu dit en intro, mais je rappelle, ce décret d'ailleurs est attaqué. Hein, il y a eu j'ai un appel, je ne sais plus sur quelle juridiction qui a été déposé par une fédération c'est Tech France de mémoire, et qui est en train d'attaquer le décret parce que il introduit en fait une notion d'atteinte à la concurrence, surtout que ne sont pas définis aujourd'hui les critères qui disent qu'on fait du distanciel. Entre du distanciel complètement asynchrone où vous invitez l'apprenti en gros à se connecter et puis il a une plateforme et c'est que de l'asynchrone et c'est que du distanciel, il fait tout à son rythme. Et le synchrone où vous avez des classes virtuelles concrètement avec un formateur qui prend des classes en direct et qui anime une classe, on voit bien que tout de suite, les coûts vont pas être les mêmes. Et aujourd'hui, on met tout le monde dans le même panier. Hein. Tout le monde fait du distanciel. Je pense qu'il faudra d'ailleurs rester très attentif auprès d'ISQ. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'il va se passer des choses dans les semaines et les mois à venir du côté d'ISQ expertise. Voilà, j'en dis pas plus, je fais un peu de teasing, mais effectivement, je pense qu'il aurait fallu, mais comme toujours, on, on va à l'essentiel, on va dans l'émotion, on va dans la réduction. On sait bien que l'État a besoin de 40 milliards pour 2026. Et donc, on taille et on réfléchit pas trop aux impacts parce qu'il faut faire des économies. Mais il aurait été plus malin de définir déjà qu'est-ce qu'une action de formation en distanciel, hein, qu'elle soit en apprentissage ou pas d'ailleurs, et qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des produits, des qualités de produits et des suivis qui sont différents, et peut-être que le tout comment j'allais dire, distanciel sur plateforme pour des apprentis, et notamment de premier niveau, c'est peut-être pas recommandé. Il faut peut-être avoir un suivi, il faut de l'encadrement, il faut des humains évidemment derrière. Bon, tout ça n'est pas défini. Et en gros, on a légiféré pour dire que ceux qui font 80% et plus toucheront enfin, auront une minoration de 20% du NPEC. Je vais. Merci pour ce petit teasing. Je te laisse le partage pour la suite. Allez, hop. Effectivement, rendez-vous à la rentrée concernant les formations à distance. Ah, je crois qu'il va se passer quelque chose, ce que j'ai cru comprendre. Alors, on y va. Hop. Mon NPEC sera minoré de 20% si je réalise, facile, hein, pareil, 50% de distanciel, 90%, 80% de distanciel. Au minimum, hein, si je réalise au minimum. Il faut l'entendre comme ça. Là, ça devrait aller vite, normalement. Ça monte, ça monte. Allez. 80% et plus, évidemment. Mais à partir de 80%, j'ai une minoration de 20% de mon niveau de prise en charge. Deuxième question. La liste des certifications exemptes de minoration NPEC est fournie en annexe du décret, décidée par chaque OPCO, établie annuellement par arrêté. Allez, on est à la moitié. Effectivement, établie annuellement par arrêté.
On a échappé à la 2, décidée par chaque OPCO, parce qu'on aurait pu se dire que les OPCO animant les branches pro connaissent, j'allais dire, leurs certifications qui sont plutôt. Là, au moins, j'allais dire que dans ce décret, ça va être les mêmes pour tout le monde et défini annuellement. Alors, ensuite, la définition pardon, d'une action en distanciel est précisée dans le décret, définie par la DGFP, inconnue à ce jour. Bon, j'ai été un peu bavard sur le sujet. Allez, on stagne à 7. Effectivement, c'est inconnu à ce jour. La seule définition qu'on peut trouver, mais je vais vous dire, ça tient en 3 lignes, je crois, c'est dans la notice du CERFA, qui dit qu'une action de formation en distanciel est toute action qui se déroule en dehors des locaux du CFA. Alors, un peu juste hein, quand même pour définir une action de formation, mais c'est la seule qui officiellement aujourd'hui un bout de définition, un début de définition, est lisible de façon un peu officielle. Alors, on avance. Hop, je regarde juste où c'est. Deux. Hop. Alors, quel est le seuil financier de NPEC, quelle que soit la durée du distanciel, en dessous duquel l'OPCO ne peut pas descendre? 6 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. C'est pareil, c'était assez écrit, on l'a dit. Allez, 4 000 euros, tout le monde a effectivement coché le 4 000 euros. Allez, euh, là, on va pas être sur un quiz, on va être plutôt sur un sondage et plusieurs réponses sont possibles. Il n'y a pas de bonne réponse là, c'est juste avoir une image, un instant T de ce que vous pensez vous. Quel est le changement et le plus fort impact opérationnel? Alors chacun est dans des situations différentes, hein, effectivement. Est-ce que c'est la proratisation journalière? On passe du mois à la journée. Participation obligatoire de l'employeur, le solde, le quatrième solde des 10%, ou la minoration pour le distanciel. Alors, la minoration pour le distanciel, tout le monde est évidemment euh, pas concerné. Euh, d'accord. Voilà, pour l'instant, la proratisation journalière est Mm. effectivement ce qui a le plus d'impact. Je suis assez d'accord. On va le voir après dans ce que ça veut dire concrètement, parce que c'est une perte de chiffre d'affaires, hein. Autant le solde de 10%, on va le voir, c'est de la trésorerie qui peut se décaler, mais la proratisation journalière, c'est de la perte de chiffre d'affaires, clairement. Alors, personne ne trouve d'impact important sur la participation obligatoire des employeurs. Alors, comme je le disais, hein, peut-être vous pratiquiez déjà le reste à charge, et auquel cas, bah, il faudra le différencier, hein. Il y aura, a priori, il y a 2 colonnes, il y a la participation obligatoire et le reste à charge. Bon, l'impact pour ceux qui font du reste à charge, ce que va voir l'employeur, c'est que son reste à charge augmente, hein. Concrètement, lui, il s'en fout que ça s'appelle de la participation obligatoire ou du reste à charge. Ce qu'il va voir, c'est qu'il paye plus pour la même formation, pour le même CFA et pour le même apprenti. Donc, c'est bon. On va voir tout à l'heure sur les impacts. Merci pour ça. Votre structure envisage-t-elle d'externaliser, pardon, la gestion des contrats? Dépôt, facturation, suivi, OPCO, 3 petits points.
Bien, bah, je vous propose que Pas sûr. ça fait le lien avec l'autre partie du webinaire sur les impacts concrets économiques et comment on projette un petit peu les choses. Donc là, Exactement. On va pouvoir, présenter quels sont les impacts économiques et stratégiques de ces décrets. Hop. alors, j'ai pris quatre exemples, enfin surtout trois, et puis l'autre c'est plutôt une question un peu ouverte et un peu en réflexion. Concrètement, risque sur la trésorerie, facturation décalée à l'issue de la période probatoire. J'ai pris le même exemple à chaque fois en termes de taille, comme ça mais chacun remettra dans ses proportions à lui. Le solde de 10% sur un NPEC à 8 500 € sur 1 000 apprentis, c'est 850 000 euros potentiellement décalés de 4 mois en termes de trésorerie. C'est pas neutre. 850 000 euros sur un chiffre d'affaires qui est proche de pas loin de 10 millions. Voilà, c'est pas neutre, hein, quand on paye les salaires, quand on a toutes les charges pleines, c'est pas neutre. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est vous inviter à réagir dans le chat sur cette partie qui est intéressante, voir si vous avez vous vu d'autres impacts et concrètement nous donner des exemples. Ce sera intéressant. Si on a le temps, on fera une lecture, mais au moins on les récupérera. Mm. Ça fera partie des données qu'on mettra dans la synthèse du webinaire. Alourdissement des démarches administratives. Alors là, j'ai pris l'exemple où vous êtes soumis aux 750 euros. Hein, c'est un CFA qui fait plutôt du supérieur, on va dire à partir de niveau 6 et 7. Il a deux nouvelles facturations, puisqu'il y a le solde de 10%, hein, qui est la quatrième facturation. Et puis, il a les 750 euros à facturer à l'employeur. Je reste sur mes 1000 apprentis, c'est 2000 factures en plus. Alors quand on dit 2000 factures, si on travaille avec tous les OPCO, bah, c'est des règles de gestion, c'est des délais, c'est des choses différentes pour chaque OPCO, vous le savez, tout n'est pas complètement aligné. Le suivi, l'encaissement, les relances, hein, je ne sais pas juste éditer une facture, hein, derrière. Et alors un réseau, la FNADIR, pour ne pas le nommer, avait calculé que à peu près pour 300 au moment de la réforme, hein, quand les CFA ont récupéré la facturation, qu'on est passé de la subvention par les régions à la facturation aux OPCO, c'était tous les 400 ou 500 apprentis, c'était quasiment un ETP qu'il fallait prévoir en prenant tout en compte, hein, voilà. Donc là, j'ai mis un 5, on est entre 1 et un 5. Et donc, c'est bah, une masse salariale qui va forcément augmenter, puisque comment on répond à la gestion administrative, bah, vous n'êtes pas trop, hein, on a vu sur la question d'avant, sur une externalisation. Donc, il va falloir bah, caper les équipes, faire rentrer des nouvelles ressources. Et tout ça, c'est pas neutre. Hein, vous savez mieux que tout le monde combien coûte une nouvelle ressource complète pour fonctionner avec la RH et tout ce qui va avec. Donc, alourdissement des démarches administratives égale augmentation du coût de revient de la gestion. Et là, on ne parle pas de pédagogie, hein, on voit bien, on n'est que sur la gestion administrative. Alourdissement des frais, notamment administratifs, financiers et administratifs. Fragilisation des modèles distanciels. Je reste sur mon NPEC à 8 500 € sur 1000 apprentis. C'est, admettons qu'on fait tous, enfin, ce CFA fait plus de 80% de distanciel. C'est 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires en moins. Effectivement, je comprends que la gestion du distanciel, la minoration pour le distanciel, tout le monde ne le fait pas, donc tout le monde ne va pas forcément être concerné, mais pour les modèles qui font du distanciel, hein, je ne suis pas en train de dire défendre un modèle plus qu'un autre, c'est un état des lieux, hein, c'est un état de fait, il va y avoir du chiffre d'affaires en moins. Encore une fois, je pense que avant de dire c'est normal, pas normal, il faudrait définir ce qu'est une action de formation en distanciel et quels sont les critères qui permettent d'estimer ensemble, hein, collectivement, que on est dans de la qualité ou pas. Alors, après, c'est plutôt une question ouverte. Quand on projette effectivement la facturation en direct des 750 euros, les CFA deviennent des percepteurs d'une partie de la CUFPA. Hein. La CUFPA, c'est la contribution unique formation professionnelle apprentissage. Aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui collecte tout ça et qui reverse à France Compétences, qui fait ses tuyaux, on va dire, sa tuyauterie derrière. Mais là, clairement, c'est une façon pour l'État de faire une partie de vase communicant et de filer la patate chaude, au moins sur 750 € par apprenti, au CFA,
Et donc, les questions qui se posent, bah, concrètement aujourd'hui, si l'entreprise, pour X raison, ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? C'est des recours, forcément, on va aller sur du juridique. Comment tout ça, et on va avoir les premières jurisprudences, mais c'est surtout que vous avez un risque derrière, c'est de perdre des clients entreprises parce que vous changez la nature de la relation. Quand on était dans une relation, y compris ceux qui font du reste à charge, où c'est quelque chose de compris, vous avez pu démontrer, vos commerciaux ont fait le travail pour dire, bah voilà, nous, ça nous coûte tant, si vous payez pas, on peut pas concrètement, voilà. Là, ça va être perçu comme quelque chose d'arbitraire, de direct, comme un impôt que vous allez quelque part collecter, une forme d'impôt que vous allez collecter. Et je pense que la relation va être différente. C'est clairement, on se retrouve un peu dans quelque chose où on n'a pas le choix les uns et les autres. Et donc, ça risque, voilà, de changer la nature des relations. Mais ça m'intéresse dans le chat, comment vous percevez cette relation précisément, justement. Est-ce que vous pensez que ça va pas trop changer la nature parce que vous avez déjà mis en place une relation financière directe entre l'entreprise et vous? Auquel cas, bah, tant mieux. Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça risque je vais pas dire de refroidir, mais s'il y a des entreprises qui veulent pas payer, parce que c'est pas dit quel recours, le décret précise pas tout ça, hein, il faut facturer, il faut qu'il y ait une facture et il faut l'approuver pour avoir les 10%. Mais évidemment, le décret précise pas si l'une ou l'autre partie est défaillante dans cette relation commerciale, mais j'allais dire ordonnée, puisque vous n'êtes pas dans une relation commerciale où vous fixez vous le prix. C'est l'État qui dit c'est 750 euros. Avec voilà, s'il y a rupture, enfin on a tout ce qu'on a vu avant les cas de rupture et autres. On va basculer Merci. sur la dernière salve de De questions? Ouais, je te laisse le partage. Pas de réaction sur le chat pour l'instant, mais vous avez encore le temps. Ou via le Q&R. C'est bon pour le partage. je remets si au cas où vous ne l'aviez pas, vous l'aviez perdu parce que ça peut arriver. Donc je remets euh, quelques secondes. Alors. On y va sur, là c'est pareil, c'est plus du sondage. Quel levier privilégiez-vous ou allez privilégier, hein, peut-être tout ça va changer, dans votre stratégie? Réduction du présentiel, externalisation des fonctions support, rationalisation pédagogique, regroupement de CFA, services payants aux entreprises selon législation d'apprentissage. Hein, je vous rappelle qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et puis autre, préciser, donc là, il y a la possibilité de laisser un commentaire. Alors sur toutes les réponses, mais sur notamment celle qui est autre, précisée. Alors on voit la rationalisation pédagogique qui arrive pour l'instant en tête, et d'ailleurs c'est le seul. Ah, externalisation de certaines fonctions support. Alors, tout à l'heure, j'étais assez précis sur les contrats, mais c'est pas que les contrats, hein, évidemment. Rationalisation pédagogique, ça peut être bah, de basculer une partie aussi en distanciel. Hein, le regroupement de CFA. Alors, ouais, ça, on n'est pas encore. C'est pas culturellement, on n'est pas encore là, mais c'est vrai que moi, j'ai dirigé un CFA pendant 15 ans, je l'ai créé, je l'ai dirigé pendant 15 ans, un CFA hors les murs, et à la fin, quand j'avais tout développé, j'avais agrégé une cinquantaine de partenaires. Et c'est vrai que du coup, j'apportais en tant qu'entité porteuse du CFA, j'apportais tout un tas de services qui du coup étaient bah, négociés en termes d'achat, évidemment. Je groupais, je négociais les prix et j'apportais une démarche un peu globale. Et du coup, je pouvais aussi inscrire une forme de marque de fabrique et de service, surtout que j'apportais à mes partenaires. Voilà. Donc demain, est-ce qu'on va aller vers peut-être des modèles hybrides où les CFA vont pas continuer à agir seuls sur tout? Peut-être qu'il faut être, peut-être si on est à plusieurs pour euh, faire de la production pédagogique, distancielle ou pas d'ailleurs, ça peut être peut-être intéressant. Sur de l'externalisation des fonctions support, peut-être des consortiums vont voir le jour où voilà, on va se mettre ensemble pour faire des choses. Services payants aux entreprises, non, c'est pas des choses, vous trouvez, je pense que elles payent peut-être déjà assez comme ça, donc du coup, c'est pas la voie qui va être prise. Envisagez-vous de développer
en réponse à cette réforme du financement, de vous développer, pardon? Si oui, comment? Alors non, parce qu'on peut se dire que non, au contraire, je vais supprimer des activités devenues non rentables en diversifiant mes activités, formation continue, initiale, apprentissage, en développant l'existant, en déposant des certifications RNCP notamment, et sans faire de transition, mais on va la faire un petit peu pour juste après, on va avoir une présentation de ce que ISQ peut vous apporter. C'était pas préparé, hein, je vous promets. Mais effectivement, avoir une certification, détenir ces certifications aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental, hein. On voit bien, il y a ceux qui les ont, puis il y a ceux qui dépendent alors du domaine public, les certifications diplôme d'État et certifications titre pro d'autres ministères. Et puis il y a ceux qui ont leur propre certification. Et aujourd'hui, dans le modèle économique, ça compte, hein, c'est pas du tout la même chose de les avoir que de dépendre, j'allais dire, d'un tiers en termes de certification. Alors, il y en a quand même, hein, enfin, il y a une personne qui dit non, je vais supprimer les activités devenues non rentables. C'est des choix de gestion, hein, effectivement, dans le développement, il y a aussi le, le non-développement, voire couper des choses qui, bah, concrètement, à un instant T, c'est plus rentable. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des modèles qui puissent, qui puissent voir la suppression plutôt que le développement sur des choses qui coûtent plutôt qu'elles ne rapportent. Voilà, moi je suis sur mes questions. J'ai fini sur mes deux entités, la projection. Je vais te passer la parole, Louis. Tu vas être plus sur la partie présentation de ce qui ISQ pourrait apporter. C'est ça? Oui, puis on Ouais, reviendra sur un petit sondage sur la fin. exactement. Effectivement, c'était quand même, on va dire, une transition pour vous présenter ce que ISQ Expertise peut vous apporter, ce que nos experts, leur domaine de compétences sur lesquels ils peuvent vous accompagner, intervenir. Effectivement, donc ISQ Expertise a lancé une certification d'auditeur Calliope. Typiquement, c'est un domaine d'intervention dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais probablement qui reviendra plus tard. On va être aussi habile à vous accompagner sur la mise en conformité, la réglementation, dans le financement de la formation, la création ex nihilo de CFA potentiellement ou d'organismes de formation. Puis ensuite, derrière la création, obtenir et déposer le dossier d'obtention des NDA. On va également vous accompagner dans le pilotage de la qualité et de la performance par la mise en place d'audits à blanc en ce qui concerne Calliope ou autre, même des audits du système qualité. La mise en place du système du management et de la qualité et potentiellement des audits d'expérience apprenants. ISQ Expertise peut aussi et évidemment intervenir sur le dépôt de titres RNCP, RS ou l'accompagnement au diplôme visé derrière. Et à ce sujet-là, en tout cas plus précisément sur l'accompagnement au dépôt de titres RNCP ou RS, on va pouvoir vous accompagner donc dans l'enregistrement de certifications professionnelles et puis par la suite le pilotage et la sécurisation des partenariats qui peuvent être mis en place le renforcement de partenariats certificateurs ou co-certificateurs et l'ingénierie de certification de personnes. On peut tranquillement clôturer cette session de webinaire. Il est 12h45, on avait prévu 45 minutes, on est presque dans le timing. Donc Pascal, je vais te laisser le partage pour les dernières questions qui vont nous aider potentiellement à orienter nos futurs webinaires ISQ Expertise en fonction des retours que vous pourrez nous faire. Donc je te laisse prendre la main. Tout à fait. Donc là, on rechallenge en fait ce qu'on vous a présenté, le cadre de début, pour être sûr que voilà, le format, est-ce qu'on est sur un webinaire par mois, un webinaire tous les 2 mois, alors soit 1 heure, soit 2 heures. Bon, la tranche horaire 12h30, 13h ou 12h, 14h. Une autre tranche horaire précisée. J'ai l'impression que la tranche 1 heure, 12h, 13h est pas mal. Je pense que
Voilà, on est ouais, plutôt un webinaire par mois. Je pense que l'actualité de l'apprentissage est assez dense. Depuis, si je regarde dans le rétro depuis 2018, je dirais pas que tous les mois il y a eu des décrets majeurs, heureusement, mais il y a quand même pas mal de quoi faire. Et puis des sujets de fond, hein, on va être sur les thématiques que vous voulez aborder tout à l'heure, mais on voit bien que le modèle est en train de se transformer. On a la loi de 2018 qui a libéralisé le marché volontairement pour reprendre les gens qui étaient à la barre, une réforme open bar, hein, c'était prévu. Alors, il y a eu le Covid qui est venu un peu, sans doute, bouleverser. On ne l'avait pas vu venir, heureusement. Mais on est dans la courbe où bah, maintenant, évidemment, on régule. Alors, on régule de façon un peu plus brutale que ce qu'aurait dû être fait, je pense. Et on le ressent bien à coup de décret, à coup de Bercy qui est à la manœuvre, hein. On sent bien que c'est eux qui décident, hein, et pas que sur l'apprentissage. Mais je pense qu'on a une nécessité à se reposer la question de nos modèles de fonctionnement, hein, nos modèles économiques, modèles pédagogiques. On l'a dit un peu, est-ce qu'aujourd'hui on fait tout seul et surtout, hein, c'est les vraies questions qui se posent et c'est intéressant de se les poser. Donc il y a des sujets de fond, je pense, sur lesquels il sera intéressant, au-delà de l'actualité, peut-être d'avoir peut-être des focus, hein, je pense au distanciel notamment, voilà, transformer son modèle, aller vers de la digitalisation d'une partie. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est bien, Louis, sur notre modèle de une Oui, par mois. Et j'entends donc la ça fait l'unanimité. 13 heures, hein, on va rester là-dessus. Alors, quelle thématique aimeriez-vous aborder? Plusieurs réponses possibles, évidemment, puisque c'est un nuage de mots et on peut en mettre autant qu'on veut. Et il nous restera une dernière question qui sera plutôt bilan à chaud, hein. On est pro de la formation, vous savez qu'on fait toujours des Mm. évaluations à chaud, donc on en fera une petite voilà, qui vaudra ce qu'elle vaut. Mais voilà. Mais les thèmes que vous voudriez aborder, ça c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet quand même de nous projeter et de prévoir les choses. On a évidemment des idées, mais si vous en avez, ça nous intéresse. Voilà. Est-ce que Est-ce que du coup, je bascule pour être sûr que. Non, ouais, tout le monde est. Pas d'idée. Bon. Bon, Tout est ouvert. pas des idées, hein, c'est pas ce qui nous manque, j'ai envie de dire, mais bon, après, il est toujours possible d'envoyer un petit mail à ISQ pour dire il y a tel sujet, j'aimerais qu'on le traite. Là, peut-être comme ça, à chaud, c'est pas évident. Et la dernière, c'est un mot pour définir ce webinaire. Voilà, donc c'est là vraiment sur les 45, un peu plus, on a passé, il est 48, hein, je pense qu'on n'a pas démarré totalement voilà, à l'heure, donc on sera dans le trois quarts d'heure vendu, hein. Et puis derrière, il est évident, comme je l'ai dit en début de session, que vous pouvez retrouver le contenu de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'ISQ, l'ISQ Expertise, et deux, que on est preneur de toutes les questions que vous pourrez avoir. Vous pouvez les poser via l'adresse mail que vous pourrez retrouver sur notre site internet, isq-expertise. Et également, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet. Il y a beaucoup de documentation et vous pouvez aussi également y faire les demandes de devis sur lesquelles vous souhaiteriez voir ISQ Expertise intervenir. Il y a du boulot, oui. Il y a du boulot, Je oui. sais pas si c'est le mot de la fin, mais il y a effectivement du boulot. Moi, je retiens interactif, participatif, donc ça nous oriente pour dire on va garder un peu ce format-là. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'échanger, de vérifier les connaissances. Donc, on est sur un webinaire, certes, mais c'est un peu workshop, hein, parce que dans les workshops, on participe tous un peu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir cette dimension. J'entends que c'est validé, hein, au travers des deux mots là qui ressortent. Ça change, oui, ça change. Un petit mot de conclusion. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a deux décrets qui sont venus préciser des choses, hein, qui sont venus légiférer sur des choses qui auraient mérité à ce qu'on définisse, hein, et je pense notamment au distanciel. Je pense que tout n'est pas joué. Autant le premier décret sur vraiment la question du financement, je pense qu'il va pas bouger. Autant le décret sur la minoration du distanciel, je vous dis, il y a un réseau qui attaque. Peut-être qu'il y en aura d'autres où tout le monde va se ranger derrière cette première salle. C'est pas sûr qu'il reste en l'état complètement comme ça, hein. Je pense qu'effectivement, il y a
Alors, les juristes parlent de décret bavard. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire avant de côtoyer pas mal de juristes. Et effectivement, il nécessite à ce qu'on parle derrière. Et donc, quand un décret fait trop parler, il n'est pas assez précis, c'est généralement pas bon du tout. Et puis, il y a une troisième salve hein, qui va arriver, comme je le disais. Et là, il faudra rester très attentif. C'est sur la façon dont France Compétences va définir les niveaux de prise en charge. Vous l'avez peut-être lu, les premières choses qui ont été présentées, c'est un plafond à 12 000 euros, quoi qu'il arrive. Donc un socle garanti par l'État, que les branches aient toujours du jeu hein, pour pouvoir définir dans une fourchette à jusqu'à 20% sur des métiers qu'ils estiment être, par exemple, en tension ou autre rare, enfin, sur lequel ils veulent appuyer. Et donc, on pourrait avoir une différenciation à la hausse sur ces métiers-là, sur ces certifications passer sur un bouquet de certification. Hein. Aujourd'hui, vous savez, il y a 880 000 lignes de NPEC. Alors, il y en a beaucoup qui sont identiques, mais quand on conjugue les 3000 certifications du RNCP éligibles à l'apprentissage et le nombre de niveaux de prise en charge, et le nombre de branches, forcément, puisque tout le monde doit référencer toutes ces formations qu'il a envie de référencer, on arrive à 880 000 lignes. Alors, déjà, rien que pour gérer, faire du pilotage à 880 000 lignes, c'est compliqué. Maintenant, l'enjeu, et on parlait des certifications propriétaires, de faire des bouquets, c'est est-ce qu'on va faire les bons niveaux de rapprochement? Enfin voilà, il y a du boulot pour l'été. Hein. Nous, on a du boulot, mais je pense que les pouvoirs publics et l'État a du boulot aussi pour sortir un décret qui soit lisible, compréhensible et qui fasse pas une bronca en septembre. C'est le mot de la fin. Merci Pascal Merci. pour toute cette intervention. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et puis on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures avec plaisir. Et on vous souhaite Merci. une bonne journée et à très bientôt. Bel été à tous. Au revoir.